Donc, mes collègues physiciens ont mentionné l'importance des symétries en physique, et en particulier dans les deux grandes théories du XXe siècle, la relativité et la mécanique quantique. Et donc, je vais essayer de m'acquitter de cette tâche, mais moi, je suis mathématicien, donc du point de vue d'un mathématicien. Et je vais faire ça en partant de considérations élémentaires et en essayant de retracer un peu l'histoire des idées à travers les siècles et les grands mathématiciens, et l'histoire des idées vers de plus en plus d'abstractions, en fait. Et à la fin, j'espère toucher du doigt quelques problèmes de recherche contemporaine en mathématiques. Donc, les symétries, comment c'est défini dans un manuel scolaire, par exemple, de 4e ou de 3e. On parle de géométrie élémentaire, donc de géométrie euclidienne, du plan ou de l'espace à 3 dimensions. Et une symétrie, c'est une transformation de l'espace ambiant, donc du plan ou de l'espace à 3 dimensions, qui laisse invariant une figure. Donc, par exemple, à gauche, là, vous voyez les symétries du carré. J'ai dessiné les axes de symétrie, il y en a 4, et puis il y a aussi les rotations d'un quart de tour, d'un demi-tour, etc., qui conservent le carré. Donc, on parle des symétries du carré, et pour le carré, il y en a 8. Pour le triangle équilatéral, il y en a 6. Et puis, il y a aussi des objets beaucoup plus symétriques, comme la sphère, où il y a une infinité de symétries, puisque n'importe quelle rotation par rapport à un axe qui passe par le centre de la sphère est une symétrie de cette sphère. Les symétries, bien sûr, sont présentes dans la nature, comme vous le voyez sur ces photos. Et elles sont assez faciles à voir sur les deux premières, mais sur le chou romanesco, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se répète, quelque chose donc il y a des symétries, mais elles sont beaucoup plus difficiles à caractériser. Il y a aussi des symétries dans l'art. Sur les deux photos ici, ce sont des mosaïques de l'Alhambra. Donc l'Alhambra, c'est de l'architecture arabe du XIIIe et XIVe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que les architectes de l'époque et les mathématiciens connaissaient déjà les 17 façons de paver le plan de manière régulière, comme ça, avec des motifs qui se répètent. Il y a 17 façons avec des symétries différentes, donc, et elles apparaissent toutes dans l'Alhambra. Alors donc, il y a toujours un rapport qui a été fait entre symétrie et beauté, mais bien sûr, la beauté, c'est quelque chose de subjectif. On a cette citation un peu poétique d'Hermann Weyl, qui est un grand mathématicien du début du XXe siècle. Et ce que je voudrais retenir, moi, dans cette citation, c'est plutôt l'idée que finalement, eh bien, on peut généraliser l'idée de symétrie, garder seulement un concept qui est celui d'invariance. Dans une symétrie, finalement, ce qui est important, c'est qu'on a une transformation d'un espace ambiant, et puis dans cet espace ambiant, on a une figure, et que cette figure reste invariante par cette transformation. Mais espace ambiant et figure, bien sûr, eh bien, on va remplacer ça par des objets mathématiques beaucoup plus abstraits que ce qu'on a vu en géométrie euclidienne avec les figures du plan ou de l'espace. Donc une symétrie, c'est une transformation d'un objet mathématique qui préserve une partie de la structure d'un objet. Alors en physique, par exemple, comment ça s'incarne cette idée? Eh bien, imaginons qu'on a un système physique en évolution qui est regardé par deux observateurs. Les deux observateurs connaissent la physique, donc ils ont des lois, à partir des lois physiques, ils écrivent chacun les équations d'évolution de ce système, chacun dans leur référentiel propre. Mais bien sûr, il y a quelque chose qui se conserve, c'est que c'est le même système physique qu'ils regardent et qui est en évolution. Donc il doit y avoir un moyen de passer des équations d'évolution écrites par le premier observateur à celles écrites par le deuxième. Et ça, c'est une transformation mathématique, un changement de référentiel. Et c'est ça, voilà comment s'incarne l'idée de symétrie, par exemple, en physique. Donc cette idée de changement de référentiel ou de changement de point de vue. Alors, les symétries ont été reconnues depuis très longtemps en mathématiques comme un moyen technique, finalement, de résoudre des problèmes. Parce que dans cette idée de symétrie, il y a une idée de redondance de l'information. Il y a quelque chose qui se répète. Et donc, quand on a un objet avec des symétries, c'est-à-dire qu'il y a des redondances, et on peut utiliser ça pour simplifier, par exemple, des systèmes d'équations, etc. Donc là, j'ai pris un exemple. Ici, on voit écrit le Lagrangien du modèle standard, dont mes collègues ont parlé, une grande théorie de la physique.
Donc sous forme développée comme ça, et en tenant compte des symétries, on voit qu'on l'écrit sous une forme beaucoup plus condensée. Donc là-dedans, il y a une information redondante qui est la présence de symétrie, et quand on en tient compte, on voit qu'on a une écriture beaucoup plus condensée. Donc ça, les symétries comme astuce technique, c'est utile, mais c'est conceptuellement pas très intéressant. Et le premier grand saut conceptuel en mathématiques, c'est Évariste Galois, donc, dans les années 1830. Donc, tout le monde connaît un peu l'histoire d'Évariste Galois. Et son idée fondamentale, c'est qu'on regarde un objet avec des symétries, mais on va considérer toutes les symétries de cet objet. Et l'ensemble des symétries de cet objet a une structure, qui est la structure de groupe. Et que l'étude de cette structure permet d'obtenir des informations fines sur l'objet qu'on ne voyait pas au départ, et de répondre à certaines questions. Et donc, ce qui apparaît ici, c'est un objet abstrait, donc une définition abstraite qui est la définition de groupe en mathématiques. Et un groupe, c'est un ensemble, et quand on prend deux éléments de cet ensemble, eh bien, on les multiplie, il y a une table de multiplication, et ça nous en donne un troisième. Et donc ici, j'ai un groupe à 6 éléments avec sa table de multiplication. Et c'est juste cet objet abstrait, un groupe, une façon de multiplier les éléments, ou de composer les symétries. On fait une symétrie, puis une autre, et ce qu'on obtient, c'est encore une symétrie. Alors comment Galois fait apparaître ça? En fait, à quel problème s'intéressait-il? Il s'intéressait donc aux équations polynomiales, par exemple une équation de degré 3 ici. Eh bien, depuis le XVIe siècle, on connaît les solutions de cette équation en fonction des coefficients. Donc il y a des formules qui donnent les racines de cette équation en fonction des coefficients, des formules déjà un peu compliquées. Je n'ai pas remis celle de degré 2 parce que tout le monde la connaît, j'espère. Et en degré 4, eh bien il y a aussi des formules qui sont aussi de la même époque, juste un peu plus tard. Et donc, entre cette période-là et l'époque de Galois, se posait la question de savoir si en degré supérieur, pour les équations de degré 5, de degré 6, etc., il y avait aussi des formules qui donnaient les racines de l'équation en fonction des coefficients. Des formules qui impliquent des racines carrées, des racines cubiques, des racines énièmes, et puis les opérations élémentaires de l'arithmétique, plus, moins, multiplier, diviser. Et la réponse qu'a apportée Galois et aussi Abel, c'est qu'à un polynôme, donc comme ça, mais de degré supérieur, on peut associer un groupe qu'on appelle le groupe de Galois, qui est en fait un groupe de symétrie des racines de ce polynôme. Et en étudiant la structure de ce groupe, on voit si le polynôme s'il y a des formules qui permettent d'écrire des racines de ce polynôme en fonction de ses coefficients. Et en général, ce n'est pas vrai, on ne peut pas le faire. Donc, par exemple, ce polynôme de degré 5, x5 moins x moins 1, il n'y a pas de formule qui exprime par radicaux les racines de ce polynôme. Donc, Galois résout comme ça un problème vieux de 3 siècles. Et la théorie de Galois permet de résoudre un autre problème célèbre et qui a aussi résisté pendant plusieurs siècles, qui est de savoir quelle figure du plan on peut construire avec simplement une règle et un compas. Ici, on a la construction d'un pentagone à la règle et au compas. Mais si on essaie de construire un heptagone, donc un polygone régulier à 7 côtés, eh bien, la théorie de Galois nous dit que ce n'est pas possible. Parce qu'à 5, à 7 ou à tout nombre, on associe un groupe de Galois. Et en fonction de la structure de ce groupe, eh bien, ça nous dit si on peut construire le polygone régulier à n côtés à la règle et au compas. Donc des problèmes vraiment qui ont résisté très longtemps sont résolus par l'introduction de cette idée de groupe. À la fin du XIXe siècle, un autre progrès conceptuel majeur est réalisé par Félix Klein. À cette époque, de nouvelles géométries apparaissent, des géométries qui ne sont pas des géométries euclidiennes, les géométries non euclidiennes de Lobachevsky, Bolai, les géométries hyperboliques, etc. Donc plein de géométries qui semblaient très exotiques aux gens de cette époque. Et l'idée de Klein, c'est que finalement une géométrie, c'est un groupe. Et qu'à toute géométrie, on associe un groupe, et que réciproquement, si on prend un groupe, il peut donner naissance à une géométrie intéressante. Là, c'est une représentation de Escher du plan hyperbolique, donc je ne vais pas développer ça. Donc maintenant, on a cette notion de groupe qui émerge, et au début du XXe siècle, on se rend compte que, donc on fait encore un saut conceptuel dans l'abstraction, que pour étudier cette structure de groupe, on va regarder tous les objets dont ce groupe est groupe de symétrie. Et ça s'appelle la théorie des représentations. On considère tous les systèmes ou tous les espaces dont un groupe donné est groupe de symétrie,
Et ces objets et ces systèmes interagissent entre eux. Et ça forme une nouvelle structure mathématique qui est la structure de catégorie. Donc on va parler de la catégorie des représentations d'un groupe donné. Et ça, cette structure devient à son tour, progressivement au cours du XXe siècle, un sujet d'étude très important. Donc, comme je l'ai dit avec Félix Klein, les groupes deviennent un objet d'étude majeur en géométrie. Bien sûr, c'est aussi un objet d'étude majeur en algèbre via ces constructions. Ces idées, comme mes collègues l'ont mentionné, ont des applications très importantes en physique. Et un théorème, vraiment un résultat très important, est dû à Émile Noether, donc, qui dit que quand dans une théorie il y a un groupe, il y a des symétries, eh bien ça implique la conservation de certaines quantités. Donc par exemple, si la théorie est invariante par translation temporelle, eh bien ça implique la conservation de l'énergie, ou le fait qu'une théorie soit invariante par translation spatiale, ça implique la conservation de la quantité de mouvement, etc. Donc par rotation, la conservation d'une quantité qui s'appelle le moment cinétique. Et on va même plus loin, Einstein construit la théorie de la relativité, restreinte d'abord puis générale, en postulant certaines symétries. La relativité restreinte, il postule l'invariance de la vitesse de la lumière. En relativité générale, on postule une équivalence entre gravitation et accélération. Et ça suffit pratiquement à reconstruire la relativité. Si je reprends le schéma que j'ai donné tout à l'heure, finalement, qu'est-ce que fait Einstein? Eh bien, il permet de passer de considérer comme équivalent plus d'observateurs. Parce que les symétries qu'il considère mêlent à la fois l'espace et le temps, alors que précédemment, dans la mécanique newtonienne, il y a des symétries en espace et des symétries en temps, et là, on mélange les deux, et donc on a plus de symétries. Il y a d'autres groupes de symétries qui apparaissent en physique et en mécanique quantique qui ne semblent pas reliés à la structure de l'espace-temps. On appelle ça des groupes de symétrie internes. Et le modèle standard, qui a été aussi mentionné par mes collègues, a un groupe de symétrie qui est ici, là, U1, croix SU2, croix SU3, donc je ne vais pas expliquer ce que c'est. Mais les deux premiers, là, c'est cette partie-là qui régit l'interaction électrofaible, et cette partie-là qui régit l'interaction forte et les quarks. Donc de ce point de vue-là, un quark, qu'est-ce que c'est? C'est une représentation de dimension 3 de ce groupe. Donc ce groupe agit dans un espace de dimension 3, et du point de vue du mathématicien, un quark, c'est ça, c'est simplement une représentation de dimension 3. Donc un objet abstrait. Et quand on mêle deux quarks, on obtient un méson, et donc une représentation de dimension 8 de ce groupe. Donc ça, c'est très intéressant du point de vue philosophique, je trouve, parce que de ce point de vue-là, une particule élémentaire, c'est une représentation irréductible d'un certain groupe de symétries. Ça montre que la notion de particule élémentaire n'est pas une notion intrinsèque, ça dépend de la théorie avec laquelle on regarde. Parce que chaque théorie a un groupe de symétries, et selon le groupe qu'on considère, la notion de particule élémentaire n'est pas la même. En fait, plus une théorie a de symétrie, plus c'est intéressant, parce que moins il y a d'arbitraire, moins il y a de familles de particules à considérer, et de forces différentes. Les forces sont unifiées à mesure qu'on trouve des groupes de symétrie plus gros. Et donc les théories de grande unification qui sont recherchées en physique sont celles qui auraient un groupe de symétrie maximal, le plus grand possible. Moi je ne suis pas physicien, c'est des sujets que je trouve très intéressants, mais mes recherches sont plutôt dans le domaine de l'algèbre, et donc je voudrais mentionner dans ce cadre-là, un programme de recherche qui date des années 70, qui a été introduit par un mathématicien canadien, Robert Langlands, et qui vise à étudier un groupe encore mystérieux, dont le nom est ici, Galois de Q, le groupe de Galois, en fait, de tous les polynômes à coefficients entiers. Tout à l'heure, j'ai expliqué comment, à un polynôme donné, Galois associé à un groupe. Et là, ce groupe-là, c'est le groupe de symétrie de tous les polynômes à coefficients entiers, en quelque sorte. Donc un groupe fondamental en arithmétique, dont la structure est encore très mystérieuse. Et le programme de Langlands vise à étudier ce groupe via sa théorie des représentations, en la reliant à la théorie des représentations d'autres groupes qui sont un peu plus accessibles, un peu moins mystérieux, parce qu'ils sont reliés à la géométrie. Ce sont des groupes de nature un peu géométrique. Donc on a plus d'outils pour les étudier. Et on a ici donc le monde de la théorie de représentation de ces groupes qui s'appelle les représentations automorphes. Et donc dans les années 70, Langlands travaille et indique qu'il devrait y avoir un lien très très fort entre ces deux objets.
Et c'est un domaine très actif en ce moment, enfin depuis quelques années. Il y a eu des résultats très importants et on peut mentionner 2 médailles Fields françaises, celle de Laurent Laforgue et de Ngo Baocho dans ce domaine, pour des travaux dans ce domaine. On peut aussi mentionner la démonstration par Wiles en 1995 du théorème de Fermat qui utilise des idées du programme de Langlands. Un autre problème de recherche contemporain, c'est que dans certaines théories assez sophistiquées, on pressent l'existence d'un groupe de symétrie, mais il est caché, on n'y a pas accès, on n'a qu'une information partielle dessus. Et l'idée qui est là-dessous, c'est qu'en fait, le groupe, on peut le reconstruire à partir de la catégorie de ses représentations. En fait, la manière dont ce groupe agit sur tous les espaces possibles dont il est groupe de symétrie, en fait, le caractérise complètement. C'est une idée assez intéressante. Et en géométrie algébrique, Alexandre Grothendieck a eu une vision aussi dans les années 70 d'une certaine catégorie intéressante à regarder, mais qui n'est pas définie encore de manière précise. On a seulement des informations partielles sur ce que devrait être cette catégorie et son groupe de symétrie mystérieux qu'on appelle le groupe de Galois-Motivic. Donc c'est un domaine aussi très actif en recherche contemporaine. Et enfin, je voudrais finir en mentionnant que l'idée les groupes n'épuisent pas l'essence de l'idée de symétrie. On a besoin d'introduire d'autres objets mathématiques sophistiqués pour capturer toute l'essence de cette idée de symétrie. Et donc là, il y a des noms compliqués, mais je voudrais juste parler peut-être en 2 mots des supersymétries, parce que ça a été mentionné par mes collègues. Donc c'est une extension de cette idée de symétrie par les groupes, mais c'est des objets beaucoup plus généraux et plus abstraits que simplement les groupes, et qui donneraient, donc cette extension de l'idée de symétrie permettrait d'unifier les 2 grandes familles de particules, les fermions et les bosons, dans une théorie encore à construire. Voilà, je vous remercie. Merci.